au CHU Hassan de Fès, service de réanimation mère-enfant. Donc je suis très heureux d'être parmi mes amis les pédiatres aussi présents donc, dans ce congrès. Donc on m'a chargé de parler de l'apport du diagnostic microbiologique rapide dans l'optimisation précoce de l'antibiothérapie dans le sepsis chez des enfants. Donc expérience de service, donc c'est une expérience qu'on va aborder sous forme de quelques cas cliniques. Mais avant de voir les cas cliniques, donc on va parler un peu de sepsis. Donc comme ça a été déjà tout à l'heure mentionné, donc le sepsis, donc c'est un problème de santé publique mondial, donc qui a connu une évolution dans la définition depuis plusieurs années. Donc depuis le fameux SIRS, donc jusqu'à maintenant, donc on parle de sepsis actuellement qui correspond à une réponse dérégulée de l'hôte vis-à-vis une infection. Donc une réponse dérégulée, ça veut dire une réponse pas localisée. C'est pas là, par exemple une péritonite, donc on devrait avoir des signes d'irritation péritoniale, mais quand le patient présente des dysfonctions d'organes, donc ça c'est le sepsis. Et maintenant le choc septique, il est reconnu comme étant un sous-groupe de sepsis caractérisé par une défaillance hémodynamique sévère avec une hyperlactatémie et une hypoxie tissulaire. Donc le sepsis donc, est responsable de mortalité, de lourde mortalité. C'est pourquoi il y a une évolution dans les recommandations pour essayer d'améliorer la prise en charge. Et comme ça a été tout à l'heure mentionné, donc les guidelines actuellement, donc ils recommandent, donc ils sont assez une rapidité dans le diagnostic et aussi donc dans la mise en place d'une antibiothérapie. Donc qui doit être débutée plutôt dans l'heure quand il y a un choc septique ou dans la 3 heures quand il y a un sepsis de façon concomitante à la prise en charge réanimatoire, donc la réanimation hémodynamique et le support de défaillance d'organes. Donc cette antibiothérapie probabiliste, donc large spectre, donc son objectif c'est d'améliorer le pronostic et doit être débutée rapidement. Ça marche pas. Diapositive s'il vous plaît. Donc il doit être démarré rapidement parce que ça compte, donc et chaque retard augmente la mortalité. Donc ce qui est décrit actuellement, donc une antibiothérapie adaptée retardée est très grave par rapport à une antibiothérapie précoce, donc avec une mortalité qui est plus importante. Ce qui a été montré ici dans les différentes études. Et chaque heure sans antibiothérapie adaptée donc, augmente la mortalité de 7 à 10%. Donc imaginons donc, si on retarde plusieurs heures, donc c'est la quasi certitude de décès. Et donc c'est une antibiothérapie probabiliste, donc c'est une antibiothérapie qui est raisonnée. Ce n'est pas une antibiothérapie à l'aveugle, donc on ne va pas aller mettre des antibiotiques comme ça sans raisonnement. Donc il faut raisonner par rapport au terrain, par rapport à la gravité du tableau clinique, le site infectieux, les facteurs de risque de BMR et surtout l'écologie des services, donc il y a en fonction des services. Et donc cette antibiothérapie, quoique il est raisonné, il risque d'être inapproprié, donc avec un risque de mortalité qui est aussi important. Donc quand on a une antibiothérapie même s'il est précoce mais inapproprié, donc la même chose qu'une antibiothérapie qui est démarrée tardivement. Et c'est un risque d'antibiothérapie qui est inapproprié, qui est assez important, donc il peut aller jusqu'à 14% dans certaines études. Donc l'antibiothérapie inappropriée, donc il augmente le risque de décès et surtout il augmente le risque d'émergence de bactéries multirésistantes. Et donc cette antibiothérapie, donc elle doit être débutée rapidement. Donc on pouvait pour améliorer le pronostic et éviter qu'il soit inapproprié, d'élargir de façon abusive le spectre. Donc dans ces études-là, donc ils ont montré que une antibiothérapie qui est large de façon non nécessaire, donc peut avoir des conséquences sur la mortalité, sur la survenue de complications rénales en réanimation, sur le décès en réanimation et aussi le risque d'immunomodulation. D'où l'intérêt de rapidement avoir des prélèvements bactériologiques et de faire la désescalade thérapeutique pour avoir le spectre le plus étroit possible.
Et donc, dans la prise en charge de sepsis, donc le timeline de la gestion des antibiotiques, il passe d'abord par la suspicion de l'infection, puis les prélèvements. Donc, on démarre une antibiothérapie empirique, le temps d'avoir les résultats de la bactériologie pour guider l'antibiothérapie. Si l'antibiothérapie est adéquate, donc on continue la même chose. Sinon, on fait la désescalade thérapeutique. Si l'antibiothérapie est inappropriée, dans ce cas, on peut faire l'escalade thérapeutique et on continue jusqu'à ce qu'on ait une amélioration de l'infection. Et donc, le problème principal ici, donc pour être très rapide, c'est cette période d'antibiothérapie empirique qui peut rester, qui conditionne le pronostic parce que avec les résultats, avec les techniques conventionnelles, donc il est assez allongé. Et donc la gestion d'antibiothérapie doit bénéficier de la même chose que les différentes techniques qui ont bénéficié de ce qu'on appelle la point of care, donc la biologie délocalisée par exemple, comme le ROTEM, donc pour l'étude de l'hémostase, les gaz du sang qu'on fait au lit du malade, donc l'échographie qui est actuellement recommandée d'être faite et qu'on fait chaque jour au lit du malade, et on évalue donc d'ailleurs ce qui a été recommandé dans le Sepsis Campaign en 2026 de traiter et d'évaluer de façon continue, donc pour améliorer le pronostic. Donc l'échographie fait partie de ces matériels. Donc on aimerait bien avoir des techniques de microbiologie qui peuvent être équivalents, donc c'est-à-dire d'avoir des résultats très rapidement. Donc parce que les techniques, comme on l'a dit, les techniques conventionnelles, ça prend du temps. Donc l'identification des germes se fait dans 48 heures et les cultures, l'antibiogramme peut être obtenu après plusieurs jours. Et donc actuellement, donc il y a des améliorations technologiques, donc allant de l'examen direct jusqu'à l'antibiogramme automatisé, en passant par les techniques d'identification de germes, que ce soit le MALDI-TOF, le PCR multiplex, donc qui est notre sujet d'aujourd'hui et qui permet une démarche syndromique de diagnostic de l'infection. Donc le MALDI-TOF, c'est la spectrophotométrie. Pour la PCR multiplex, il y a plusieurs panels. Donc il y a le panel de sepsis, donc qui contient 33 espèces avec 10 gènes de résistance. Donc on a l'avantage d'avoir l'identification de la bactérie après positivité de l'hémoculture, après l'incubation. Une fois l'hémoculture est positive, donc on applique le panel, donc on a le germe immédiatement, donc dans l'heure, et en même temps donc les gènes de résistance, ce qui permet de guider l'antibiothérapie. Donc il y a d'autres, bien sûr, donc il faut toujours confirmer par les cultures conventionnelles pour conforter le résultat et renforcer le traitement. Donc il y a d'autres panels qui sont utilisés. Ce qu'on utilise essentiellement en réanimation, c'est les panels respiratoires, donc le pneumonia plus et le méningite. Il y a également le panel gastro-intestinal et l'ostéo-articulaire. Et donc il y a plusieurs études qui ont étudié ça. Donc ils ont montré un peu qu'il y a un intérêt pour améliorer la mortalité et diminuer l'hospitalisation. Donc le principal objectif de cette présentation, c'est de voir de quelques cas cliniques. Donc j'espère que ça va être un peu interactif. Donc s'il y a des critiques, on peut les recevoir sans problème. Donc le premier cas clinique, donc c'est un garçon de 9 ans. Donc on a hospitalisé en réanimation, donc pour un traumatisme grave suite à une chute du 4e étage. Donc à l'admission, donc le bilan lésionnel donc il avait un trauma crânien grave avec des foyers de contusion. Des foyers de contusion au niveau au niveau de la base du crâne. Il y a des fractures osseuses aussi du crâne. Il y a un traumatisme thoracique grave avec des foyers de contusion pulmonaire sévère, un pneumothorax important. Et il y a une fracture splénique avec un hémopéritoine et il y a une lacération rénale. Donc le patient a été admis en réanimation, intubé, ventilé, sédaté. Donc il a bénéficié de neuroréanimation. Donc la neuroréanimation, c'est la sédation profonde, Midas-Fenta. On ajoute également le propofol, quoique son indication chez l'enfant est un peu discutée. Voie veineuse centrale, monitorage invasif, artère, Doppler transcrânien, donc tout ce que vous voulez. Donc on l'a mis systématiquement sous amoxicilline protégée pour une antibioprophylaxie. Donc il a bénéficié d'un drainage thoracique
il n'y a pas d'indication neurochirurgicale ni chirurgie viscérale. Donc le patient il est resté en réanimation pour plusieurs jours. Puis après, il commence à faire des pics fébriles avec des signes de sepsis, une tachycardie, donc les besoins de noradrénaline sont en augmentation, des sécrétions abondantes et purulentes, et le bilan inflammatoire est en ascension, donc CRP, procalcitonine. Donc qu'est-ce qu'il présente comme problème? Donc, c'est un patient qui est intubé ventilé. Donc théoriquement, on va penser avec des sécrétions purulentes, on va penser à une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, surtout que ça a duré plusieurs jours. C'est un traumatisme crânien de la base du crâne avec une fracture du rocher. Est-ce que c'est une méningite post-traumatique? Est-ce qu'il a une infection liée au cathéter central? Donc, est-ce qu'il a une infection urinaire parce qu'il a une sonde vésicale et une fracture de cotyle, etc. Donc, quels sont les prélèvements qu'on va réaliser? Et c'est un patient qui s'aggrave sur le plan clinique. Donc, le fait de faire des prélèvements et attendre les cultures, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, quelle antibiothérapie probabiliste on va viser? Est-ce qu'il faut mettre des antibiotiques, antibiothérapie large spectre, une antibiothérapie classique, céphalosporine par exemple? Qu'est-ce qu'on va viser? Donc, ça reste. Donc, là, c'est de l'intérêt de faire des prélèvements. Donc, on a fait la PCR pneumonia plus, donc c'est le film arrêt respiratoire pneumonia plus, qui est montré sur un prélèvement de PDP. Donc, PDP, c'est le prélèvement distal protégé, qui était positif à 3 germes multirésistants. Donc, c'est une infection à germes multirésistants qui est précoce. Donc, elle présente un Klebsiella pneumoniae, un Escherichia coli et un Streptococcus pneumoniae. Donc, avec des gènes de résistance, bêta-lactamase, NDM et OXA48, donc c'est carbapénémase. Donc, c'est un germe qui sent très méchant. Donc, on a fait des hémocultures centrales et périphériques sur ce cathéter central et sur prélèvement périphérique, et on a appliqué le panel sepsis BCID2 qui a objectivé un Klebsiella pneumoniae carbapénémase. Donc c'est un germe qui est très très méchant, donc c'est un problème au niveau de la réanimation parce que c'est un patient qui doit être isolé rapidement, isolement de contact avec changement des abords vasculaires, et bien sûr c'est des germes qui sont très très résistants, et au niveau du Maroc on n'a que la colimycine. D'ailleurs je pense même à l'étranger il n'y a que la colimycine pour les souches NDM, parce qu'ils sont même résistants aux avicefta. Donc choix d'antibiothérapie, c'est la colimycine. Donc, si on avait attendu les résultats de l'hémoculture conventionnelle, on allait attendre 48 heures, 3 jours pour avoir le résultat définitif. C'est une période qui est assez longue pour entraîner une dissémination du carbapénémase au niveau du service. Et donc, les tests diagnostic rapide, ils ont permis de raccourcir ce délai et aussi d'adapter l'antibiothérapie. Donc, deuxième patient, donc c'est un nourrisson de 6 mois, donc on a admis au service pour une pneumopathie hypoxémiante, un sepsis sur une pneumopathie compliquée d'un SDRA, un syndrome de détresse respiratoire, avec une atteinte pulmonaire qui est très étendue. Et sur le scanner, il y a les images de SDRA, mais aussi il y a un hémangiome péricardique qui est très important, donc un très grand hémangiome. Donc c'est une patiente qui était hypoxique en état de choc. Elle avait des lactates élevés, donc on avait intubé, ventilé, sédaté, voie veineuse centrale, cathé artériel, ventilation protectrice pour le SDRA. Elle a bénéficié de séances de décubitus ventral. Donc puis elle a été mise sous antibiothérapie large spectre, plutôt une antibiothérapie probabiliste à base de piperacillin, tazobactam et amikacine avec une réanimation hémodynamique. Donc c'est une patiente qui a longtemps séjourné en réanimation. Donc il avait attrapé des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique à Acinetobacter baumannii. Il a fait donc échec d'extubation à plusieurs reprises. Il a développé une neuromyopathie de réanimation, donc qui est diagnostiquée sur l'EMG. On a fait une prise en charge nutritionnelle adéquate pour essayer d'améliorer la force motrice, la kinésithérapie, et on a pu réussir à l'extuber à J40 d'hospitalisation. C'est un mois et demi presque d'hospitalisation. C'est une patiente qui était colonisée par la
Acinetobacter, il a été traité pour infection, une pneumopathie à caisse de ventilation mécanique Acinetobacter. Donc on avait retiré, on a commencé à déconditionner la patiente, on a retiré les abords vasculaires, on a mis en place une midline et l'infection s'est améliorée. On a discuté bien sûr donc la gestion de l'antibiothérapie, la procalcétonie et tout ça. Donc on a pu arrêter l'antibiothérapie au bout de 10 jours. Donc quelques jours après l'extubation, donc la patiente elle refait un sepsis avec des pics fébriles, une tachycardie, un plateau fébrile, une polypnée, etc. Donc les signes de sepsis. Et donc dans ce cas, le raisonnement, ça va être quoi? Donc c'est une patiente qui fait quelle infection? Est-ce qu'il refait l'infection Acinetobacter, puisqu'il avait déjà fait l'infection Acinetobacter? C'est une patiente qui est hospitalisée pendant 40 jours, donc c'est une antibiothérapie large, tout ce que vous voulez, tous les facteurs de risque de BMR, et donc ils sont là. Est-ce qu'il fait une infection fongique? Et il était sous alimentation parentérale, cathéter voie centrale, antibiothérapie large spectre. Est-ce qu'il fait une carbapénémase, infection virale, infection, fièvre sans infection? Et donc on a fait les prélèvements et donc la PCR nous a permis de diagnostiquer un Pseudomonas aeruginosa sans gène de résistance. C'est un germe sensible. Donc sensible à tazocilline. Donc la patiente a été mise sous tazocilline avec une bonne évolution. Donc ce qui nous a permis d'éviter une escalade thérapeutique avec des antibiotiques large spectre et prolonger cette exposition aux antibiotiques large spectre. Donc l'évolution elle était favorable. C'est une patiente qui vient de sortir il y a 2 semaines, donc une bonne évolution. Donc avec bien sûr, elle a été branchée avec les chirurgiens cardiaques pour l'hémangiome et les pédiatres pour suivre cet hémangiome péricardique. Le 3e patient, donc c'est un enfant de 17 mois, donc il est aussi accident, donc il est tombé d'une hauteur de 1,50 m. Donc il est admis avec un GCSA 15, puis il a fait un état de mal épileptique en rapport avec une fracture en barrure, donc pour laquelle il a bénéficié d'une craniectomie à os perdu, donc c'est une craniectomie à os perdu, donc avec une brèche ostéoméningée. Donc il avait une brèche ostéoméningée. Donc en post-opératoire, donc on l'avait gardé intubé, ventilé, sédaté, cathé central, cathé artériel, la même chose, non réanimation. Traitement anti-épileptique parce qu'il a fait l'épilepsie, prévention des axoses et tout ça. Donc, il a été mis sous amoxicilline acide clavinalique comme d'habitude dans nos établissements. Donc, on met toujours l'amoxicilline protégée pour l'antibioprophylaxie, pour que c'est pas indiqué. Et quelques jours après, il présente la même chose. Donc, prophylaxique. C'est en post-opératoire. Généralement, il y a des recommandations. Il y a des recommandations de la prophylaxie. Oui, d'accord. Donc, il présente des pics fébriles, la même chose, un sepsis. Qu'est-ce qu'il présente comme problème? Comme le premier patient, donc on a pensé à une pneumopathie à caisse de ventilation mécanique. Il a une brèche ostéoméningée, donc c'est une méningite post-opératoire. Une infection liée au cathéter, infection urinaire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fait les prélèvements bactériologiques. On a trouvé le pneumonie plus Haemophilus influenza. Haemophilus influenza, mais c'est une patiente donc, qui est grave. Donc, et on a traité, pas parce qu'on a une documentation bactériologique, on a traité de façon abusive. Donc, on a mis d'emblée méropenem, vancomycine, amikacine. Donc, ça, c'est une antibiothérapie qui est critiquable. Surtout qu'on a le germe, donc on pouvait désescalader et mettre une antibiothérapie à spectre étroit, mais on a gardé la même antibiothérapie. La patiente, bien sûr, puisque c'est une antibiothérapie large, il couvre l'hémophilus et s'est amélioré, hémodynamique respiratoire, donc biologique, il s'améliore, arrêt de noradrénaline, on a arrêté la sédation, patiente extubée, puis suite simple, kinésithérapie, motrice respiratoire, alimentation parentérale, traitement continu, méropenem, vancomycine et traitement antiépileptique. Puis après, donc, il présente des pics fébriles, une récidive du sepsis. Malgré qu'il est sous antibiothérapie large spectre. Quel germe? Vu l'importance des infections à germes multirésistants dans notre contexte, on pense à l'Acinetobacter,
au germe carbapénémase, peut-être fongique et les autres. Donc on a fait les prélèvements, tout est normal. PL, on a refait la PL. Donc on a la PL, chez cette patiente, on a fait des PL à plusieurs fois. À chaque fois, c'est négatif, c'est négatif, c'est négatif. Donc la PL, on a fait même une PCR multiplex sur le liquide céphalorachidien, qui est revenu aussi négatif. On a fait des hémocultures centrales et périphériques, le CVE est négatif. On a gardé la même antibiothérapie, on a pensé à une infection fongique, on a ajouté le fluconazole. Mais il se trouve que c'est une infection à Candida tropicalis, donc sur le panel sepsis. Et ce germe, il est résistant au fluconazole et il est sensible à l'amphitéricine B liposomale et aux éconocondines, notamment la caspofongie. Donc, il y a des résistances qui sont très fréquentes au fluconazole. Donc, ce qu'on avait fait après, c'est on a arrêté le fluconazole, on a retiré la cathéter centrale, on a arrêté l'antibiothérapie large spectre, on a mis sous amphitéricine B liposomale parce qu'on n'avait pas la caspo et bien sûr, il a bien évolué. Donc, apérexie, bilan inflammatoire, il s'est amélioré. Et il a été transféré en service de chirurgie pédiatrique avec un GCSA 15 sans complications. Bien sûr, avec un traitement anti-épileptique qui va le garder quelques mois. Le quatrième patient, c'est un patient qui, lors de la discussion tout à l'heure, on me rappelait ce patient. Parce que le professeur Habib, il a parlé de pneumothorax avec pneumocoque, etc. Donc, c'est le même cas. Donc, qu'on avait. Donc, c'est un patient de 4 ans qui était admis dans une structure externe pour un sepsis sur une pneumonie, pleuropneumonie, une détresse respiratoire. Donc, il a fait un TDM thoracique qui a objectivé une pneumonie nécrosante avec un pyothorax et un emphysème sous-cutané, un pyopneumothorax, un emphysème sous-cutané et un pneumomédiastin de grande abondance. Donc, le patient a été mis initialement sous triaxone, gentamicine. Mais vu que l'aggravation de tableau clinique, l'aggravation de l'emphysème, donc on avait stressé et on a mis d'emblée une antibiothérapie large spectre, comme vous avez dit tout à l'heure. On a mis une antibiothérapie large spectre, vancomycine, imipenem, amikacine. Et donc, puis transfert chez nous au CHU pour complément de prise en charge. Donc, à son admission, on a refait le scanner, donc c'est presque la même chose, donc le drain. Le pyothorax est toujours là, l'emphysème est toujours là, donc on a pensé à un problème de drainage. Thoracoscopie, redrainage par 2 drains thoraciques, prélèvement du pus, hémoculture, gène expert et tout ça. Donc on a fait tous les prélèvements bactériologiques et bien sûr avec une prise en charge symptomatique en réanimation. Tous les prélèvements sont revenus négatifs. Donc c'est le cas, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc c'est des prélèvements qui sont décapités. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire la désescalade thérapeutique si on veut faire la désescalade thérapeutique? Et c'est des malades chez qui on trouve des problèmes pour continuer l'antibiothérapie. Ils peuvent rester sous antibiothérapie imipenem pendant un mois, pendant plusieurs semaines, sans avoir une identification de bactérienne. Donc tous les prélèvements sont négatifs. Donc oui. C'est ce qu'on avait fait. Donc, on a fait une PCR multiplex panel sepsis sur le liquide pleural, sur le pus, donc qui a trouvé un streptocoque pneumoniae sans gène de résistance, qui est sensible. Comment? Bravo. Merci. donc, sans gène de résistance. Donc, ce qu'on a fait après, donc arrêt de toute antibiothérapie et mise sous triaxone. Bien sûr, le patient est bien évolué cliniquement et radiologiquement et est sorti chez lui. Donc, ces différents cas cliniques, donc, ils montrent l'intérêt de PCR multiplex dans la stratégie de désescalade thérapeutique, de la désescalade thérapeutique et aussi d'éviter certains problèmes comme l'isolement des patients à germes multirésistants de façon très rapide et aussi de redresser l'identification bactérienne chez un patient qui a des prélèvements bactériologiques décapités. Et donc, je pense que l'utilisation de ces techniques de biologie moléculaire pourrait changer notre vision de raisonnement vis-à-vis des antibiotiques et pourrait accélérer la prise en charge de ces malades. Donc, bien sûr, ça doit être fait dans un cadre de stewardship, donc de bonne gestion d'antibiotiques
et aussi d'un raisonnement clinique et biologique. Ça va permettre de réduire le temps pour avoir l'identification bactérienne. Ça va permettre de réduire la durée, de raccourcir la durée de l'antibiothérapie empirique qui est très important. Malgré ça, donc même ces avantages-là, donc actuellement, le Sepsis Campaign n'a pas encore établi des recommandations claires. Mais jusqu'à maintenant, donc avant, on ne parlait pas de ces tests. Actuellement, on commence à les faire sortir, donc à en parler. Peut-être qu'avec les études qui vont venir ultérieurement, donc ça va confirmer leur intérêt dans cette gestion d'antibiotiques. Mais il y a des choses qui restent, certaines limites, notamment le coût. Il y a également certaines bactéries qui ne sont pas dans le panel, donc qui peuvent poser un problème. Et surtout dans les infections polymicrobiennes. Donc, je vous remercie pour votre attention.